Il est temps de remonter vers cette époque extrême où les skaters étaient vénérés comme des dieux, où chaque gosse, avec une planche, rêvait de leur ressembler. On parle de Rocket Power, la série qui donnait envie à tout le monde de tenter des ollies impossibles et d'affronter les vagues avec ses potes. La série a été créée par Arlen Klasky et Gabor Kjupo. Rocket Power a duré 4 saisons, a été diffusée pour la première fois le 16 août 1999 et compte au total 71 épisodes et 4 téléfilms. L'histoire se déroule dans la ville côtière fictive d'Ocean Shores, en Californie du Sud, et suit les aventures de 4 gamins accros à l'adrénaline qui enchaînent les figures extrêmes sur tout ce qui a une planche dessous, tout en essayant de faire le plus de bêtises possible. À la tête de cette bande de riders, on trouve le meilleur de la ville, Oswald Otto Rocket. Ses talents casse-cou sur une planche ne sont égalés que par son ego démesuré, qui le met plus souvent dans les ennuis qu'il ne peut en compter. Toujours à ses côtés se tient Maurice Twister Rodriguez, le caméraman pas très futé du groupe. Ce qui lui manque en réflexion, il le compense généralement par des capacités impressionnantes sur une planche. La seule fille du groupe est la sœur aînée d'Otto, plus mûre et plus posée, Regina, mieux connue sous le nom de Reggie Rocket. Elle est bien décidée à prouver que les filles peuvent le faire tout ce que les garçons font. Et elle est aussi la seule véritable voix de la raison du groupe. Mais surtout, ne l'appelez jamais Regina, à moins d'avoir une très mauvaise idée. Le dernier arrivé dans la bande est Sam Squid Dullard. Contrairement à Twister, il ne compense pas son manque de courage et de talent sur une planche par de l'audace, mais par un esprit brillant et des connaissances techniques hors normes. La figure paternelle de cette joyeuse bande, c'est Raimundo Ray Rocket, le père d'Otto et Reggie. Il élève ses enfants avec son meilleur ami, partenaire professionnel et coach de vie, Tito Macani. Ray et Tito étaient autrefois aussi extrêmes que les enfants le sont aujourd'hui, un passé auquel la série revient régulièrement. Ensemble, ils tiennent le Shore Shack, un snack et surf shop sur la jetée où le groupe traîne souvent, ou doit venir aider quand il est puni, ce qui arrive assez souvent. Raimundo élève seul ses enfants depuis la mort de leur mère, Daniel, Danny, Rocket, alors qu'Otto et Reggie étaient encore très jeunes. La série commence avec une histoire où Otto et Twister essaient d'aider Reggie à réaliser des photos spectaculaires de skateboard pour son magazine The Zen, lorsqu'un nouveau garçon emménage dans leur rue. Ce nouveau venu, c'est Sam, qui n'est pas encore officiellement appelé Squid, parce qu'à l'époque, c'est Twister qui portait ce surnom. Un comportement typiquement Squid, selon Twister, qui n'en peut plus d'être affublé de ce nom. Le groupe pense immédiatement que Sam ne leur correspond pas du tout et se moque de lui à distance. Sam vient de déménager du Kansas, où les sports extrêmes sont loin d'être populaires. Il est parti de là-bas avec sa mère, Paula, après le divorce de ses parents. Sans amis, il passe ses journées derrière son ordinateur. Les choses changent quand Violette Stimpleton, la voisine énergique et toujours souriante, le présente à son mari. Merv Stimpleton, grincheux, sans humour et allergique au plaisir. Sam parvient à impressionner Monsieur Stimpleton grâce à ses connaissances techniques, en l'aidant à réparer une maquette de sa maison sur laquelle il travaille en secret, ce qui est plutôt rare. Madame Stimpleton présente ensuite Sam à Otto, Twister et Reggie,
et la rencontre est d'abord extrêmement gênante. Cette tension disparaît lorsque Sam impressionne Reggie en lui proposant de l'aider avec de zen grâce à ses compétences informatiques. Et quand Otto s'enthousiasme en apprenant que Sam jouait au hockey de rue au Kansas. Otto part du principe qu'il est forcément bon et l'embarque aussitôt dans leur équipe, convaincu qu'ils pourront enfin battre Lars, le grand frère de Twister. Lars est un harceleur récurrent dans la série. Il défie sans cesse le groupe dans des compétitions dangereuses, avant de se moquer d'eux comme d'une bande de bébés nerds. Sam se révèle pourtant totalement dépassé par le niveau et abandonne, pendant que Twister ne cesse de le ridiculiser. Sam se réfugie alors dans sa chambre et imprime une page de couverture impressionnante pour The Zen, laissant Reggie sans voix. Twister assiste à la scène et devient jaloux. Frustré, il frappe le palais, qui rebondit dangereusement dans la rue et fonce droit sur Sam. À la surprise générale, Sam l'arrête sans effort, sans même cligner des yeux. Otto a aussitôt une idée et fait de Sam leur nouveau gardien. Il défie Lars une nouvelle fois et remporte le match grâce à Sam. Otto annonce qu'ils ont désormais un nouveau Squid et Twister accepte enfin Sam dans le groupe. Surtout parce que lui-même n'est plus le Squid. C'est ainsi que Sam devient un membre à part entière de l'équipe. Beaucoup de gens se souviennent de Rocket Power comme d'une série bruyante, agitée, extrême. Skateboards, surf, hockey, cris, montage rapide. Mais ce n'est que la surface. Ce qu'il y a en dessous est bien plus intéressant. Et c'est précisément pour ça que la série a marqué les esprits. Dès les premiers épisodes, on sentait que ce monde fonctionnait autrement. Les adultes étaient là, mais en retrait. Ils intervenaient rarement. Ils observaient. Les vraies décisions étaient prises par les enfants. Et ça sonne comme un rêve, jusqu'à ce qu'on réalise ce que ça implique. Pas de filet de sécurité, pas de vraie correction, aucune garantie que quelqu'un arrangera les choses si tu te plantes. Tout ce que tu fais te suit, surtout sur le plan social. Rocket Power ne parlait pas de victoire. Ça parlait de statut, d'être vu, de ce sentiment que ta place dans le groupe n'est jamais totalement acquise, qu'il faut la mériter chaque jour. C'est un ressenti que tu comprends peut-être vraiment plus tard, en grandissant. Mais enfant, tu le sentais déjà, sans mots, sans explication. Ocean Shores donnait une impression de liberté. Le soleil, la mer, l'espace. Mais une liberté sans limite, c'est aussi de l'incertitude. Et cette incertitude se ressentait partout dans l'animation, dans les lignes volontairement bancales, les perspectives exagérées, les décors qui semblaient parfois prêts à s'effondrer. Ce n'était pas un hasard. C'était l'émotion traduite en images. Le monde était dessiné comme les personnages le ressentaient, pas comme il était objectivement. Quand tout allait bien, l'univers paraissait ouvert et lumineux. Quand la tension montait, tout devenait plus dense, plus chaotique, plus étouffant. Ton cerveau captait ça, même sans en être conscient. Tu ressentais le stress sans que personne ne dise que tu devais être stressé. Et c'est ce qui rend Rocket Power étonnamment mature. Ce que la série faisait rarement, c'était de tout résoudre proprement. Les problèmes ne trouvaient pas toujours de solution. Les conflits se terminaient parfois de façon maladroite. La gêne restait. La confiance devait se reconstruire lentement. Les réputations se fissuraient. Et c'est inhabituel pour une série pour enfants. Beaucoup de dessins animés repartent de zéro à la fin d'un épisode.
tout revient à la normale. Rocket Power ne le faisait pas toujours. Les choses avaient des conséquences. Ça rendait la série honnête, mais aussi intense. Tout le monde n'aimait pas ça. Certains enfants trouvaient Rocket Power trop agité, trop bruyant, trop stressant. Et c'est compréhensible. La série te demandait quelque chose, de l'attention, de l'empathie, de t'impliquer. Ce n'était pas un simple bruit de fond. Il fallait être présent. Et quand ça accrochait profondément. Il y a une raison pour laquelle Rocket Power fonctionne souvent encore mieux quand on la revoit plus tard. En tant qu'adulte, tu vois des schémas que, enfant, tu ne faisais que ressentir. Tu vois à quel point l'orgueil gêne souvent les choses, à quelle vitesse de petits malentendus dégénèrent, comment la dynamique de groupe influence les décisions, et comme il est difficile d'admettre qu'on a tort, surtout quand ton identité est liée à une certaine image. Ce qui frappe aussi quand on revoit la série, c'est son absence presque totale de morale appuyée. Il y a rarement une leçon claire. Pas de moment où quelqu'un t'explique ce que tu dois retenir. À la place, la série te montre les conséquences. Pas de façon spectaculaire, mais sociale, émotionnelle, réaliste. Et c'est justement ça qui reste. Rocket Power idéalisait le risque, mais sanctionnait l'imprudence. Pas par la violence, pas par la douleur, mais par les conséquences sociales. Et c'est peut-être le choix le plus adulte qu'ait fait la série. Parce que dans la vraie vie, ce sont souvent les conséquences les plus lourdes. Pas tomber, pas échouer, mais décevoir quelqu'un. Abîmer quelque chose qui ne se répare pas facilement. Et même si tu n'en avais pas vraiment conscience à l'époque, tu le ressentais, épisode après épisode. Cette tension sous-jacente, cette liberté qui a toujours un prix. Si Rocket Power n'a jamais vraiment été rassurante, c'est parce que la série faisait quelque chose que la plupart des programmes pour enfants évitent soigneusement. Elle laissait l'incertitude exister, pas comme un problème temporaire, mais comme un état constant. Il n'y avait pas de promesse que tout irait bien. Pas de réconfort implicite laissant croire que les erreurs disparaissent toutes seules. À la place, la série montrait que certaines choses laissent des traces, que les choix ont du poids, et que parfois, il faut vivre avec les conséquences, même quand on avait de bonnes intentions. Ce sentiment était renforcé par la musique. La bande-son de Rocket Power était toujours en mouvement. Des beats rapides, des rythmes qui poussaient vers l'avant, des morceaux qui ne s'arrêtaient jamais vraiment. Même dans les moments calmes, il y avait souvent une sorte de courant de fond, comme si le monde ne se mettait jamais complètement en pause, comme si le repos n'était que provisoire. Ça faisait quelque chose à ton cerveau, ça te gardait en éveil, ça te donnait l'impression qu'il fallait rester dans le mouvement, parce que ralentir n'était pas une option. Et ça correspond parfaitement à la réalité émotionnelle des personnages. Ils vivaient dans un monde où le statut était instable, où ta place dans le groupe n'était jamais acquise, où une seule mauvaise décision pouvait suffire à tout faire basculer. C'est une manière de vivre stressante, mais aussi très reconnaissable, surtout pour les enfants et les ados, même s'ils n'auraient pas su le dire avec des mots. Ce que Rocket Power faisait avec intelligence, c'est qu'elle n'exagérait jamais cette tension. Pas de musique dramatique à chaque conflit, pas de gros plans appuyés, pas de grands discours. La série faisait confiance aux petits moments. Un regard qui dure 1 seconde de trop. Un silence après une blague qui ne fait pas mouche.
Un instant où quelqu'un reste en arrière pendant que les autres continuent. Ce ne sont pas de grands événements, mais émotionnellement, ils pèsent lourd. Un schéma qui revient souvent dans la série, c'est que les problèmes naissent rarement de mauvaises intentions. Ça commence presque toujours par quelque chose de minuscule. Un malentendu, une décision prise trop vite, quelqu'un qui veut prouver quelque chose. Et avant même qu'on s'en rende compte, la situation a dégénéré. Ça rend les conflits crédibles et parfois un peu inconfortables, parce qu'il est facile de s'y reconnaître. Rocket Power montrait que l'échec n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, on échoue en silence. Socialement, on dit quelque chose de travers. On choisit le mauvais moment. On pense aider, mais on complique les choses. Et personne ne te dit clairement que tu as fait une erreur. Les autres réagissent juste différemment, plus froidement. Et ça peut être encore plus douloureux qu'une dispute ouverte. Ce que la série faisait aussi de façon très cohérente, c'était d'éviter les méchants bien définis. La plupart des problèmes venaient de l'intérieur du groupe, de l'ego, de la peur, de la mauvaise communication. Et c'est un choix mature, parce que ça montre que les conflits les plus forts naissent souvent entre des gens qui tiennent les uns aux autres. Ces tensions internes faisaient que l'amitié dans Rocket Power n'allait jamais de soi. C'était quelque chose qu'il fallait entretenir, quelque chose qui pouvait se casser et qui demandait du temps pour se réparer une fois abîmé. Ça donne du poids à l'amitié. Ça la rend précieuse, mais aussi fragile. La série avait aussi un rapport particulier à la victoire et à la défaite. Gagner n'était presque jamais présenté comme un objectif ultime. Parfois, quelqu'un gagnait une compétition, mais perdait autre chose. Du respect, de la confiance, un lien. Et parfois, quelqu'un perdait, mais gagnait en compréhension. Un épisode pouvait se terminer dans une ambiance tendue, sans que tout soit vraiment réglé. Un sourire un peu trop forcé. Un regard qui laisse entendre que tout n'est pas oublié. Ce genre de fin reste en tête. Ça invite à réfléchir, même si, à l'époque, tu ne le faisais pas consciemment. L'absence de leçons explicites faisait que, en tant que spectateur, tu devais toi-même donner du sens à ce que tu voyais. On ne te disait pas ce qui était bien ou mal. Tu devais le ressentir. Et ça, c'est une forme de confiance. Les créateurs partèrent du principe que tu étais capable de comprendre les nuances, même jeune. Cette confiance se retrouve aussi dans la manière dont les émotions sont traitées. La tristesse est là, la colère est là, la jalousie est là. Mais elles ne sont pas exagérées, ni tournées en ridicule. Elles sont prises au sérieux, même quand elles mènent à de mauvaises décisions. Ce que Rocket Power faisait ainsi, c'était te préparer à un monde où les émotions ne sont pas toujours simples, où les gens ne disent pas toujours ce qu'ils ressentent, où les bonnes intentions ne suffisent pas à tout arranger. Et ce n'est pas un message facile. En regardant aujourd'hui, tu vois à quel point tout ça était cohérent, à quel point rien n'était vraiment laissé au hasard. L'agitation, le chaos, l'énergie, tout avait une fonction, tout servait un ressenti, une réalité émotionnelle reconnaissable, même si à l'époque, tu n'aurais pas su la nommer. Et tu te rends peut-être compte aussi que Rocket Power n'était pas forcément reposante. C'était intense, par moments fatigant, par moments écrasant, mais aussi sincère. La série n'essayait pas de te distraire de la tension, elle te la faisait ressentir. Et c'est ce qui la rend mémorable.
Il y a peu de séries qui montrent aussi clairement que liberté et responsabilité vont toujours ensemble. Que plus tu as d'espace, plus tu prends de risques. Et que ces risques ne sont pas seulement physiques, mais surtout émotionnels. Tu peux t'y perdre. Cette prise de conscience s'installe lentement, épisode après épisode, sans explication, sans avertissement. Et c'est peut-être pour ça que Rocket Power continue de résonner aussi longtemps, parce qu'elle te faisait ressentir quelque chose que tu ne comprends pleinement que plus tard. Et même si tu n'enregistrais pas tout ça consciemment, ton cerveau, lui, apprenait. Sur la dynamique de groupe, sur les limites, sur la responsabilité, sur le prix de l'impulsivité, et sur l'importance de savoir parfois s'arrêter, même quand tout autour de toi semble en mouvement. Ce qui rendait aussi Rocket Power particulière, c'est le peu de besoin qu'avait la série de te rassurer. Dans beaucoup de programmes pour enfants, il y a toujours une promesse implicite, que tout finit par s'arranger, que les erreurs sont temporaires, que l'amitié est incassable. Rocket Power faisait rarement ça. Pas par pessimisme, mais parce qu'elle voulait montrer autre chose. Parfois, faire confiance, ça veut dire te laisser trouver les réponses, toi-même. Cette approche se voit dans la manière dont la série traite l'échec. L'échec n'est ni dramatisé, ni effacé. Il est juste là, parfois bruyant et visible, parfois silencieux et gênant, et presque toujours avec des conséquences qui durent plus d'une seule scène. C'est une différence importante, parce que l'échec n'est pas présenté comme une leçon bien emballée, mais comme une expérience que tu emportes avec toi. Ce qui frappe aussi, c'est le peu de récompenses ou de punitions extérieures. Les adultes interviennent rarement. Il n'y a pas d'autorité suprême qui dit ce qui est bien ou mal. C'est le groupe qui réagit. Et cette réaction est souvent subtile. Moins de rire, moins de confiance, moins d'espace. Ces signaux-là sont plus difficiles à encaisser qu'une punition claire. Ils sont flous, incertains. Et justement pour ça, réalistes. Rocket Power montre comment fonctionnent les systèmes sociaux, sans jamais les nommer. Là, groupe a ses règles non écrites. Ceux qui les comprennent se sentent en sécurité. Ceux qui les enfreignent le ressentent immédiatement, parfois sans savoir ce qu'ils ont fait de travers. C'est frustrant, et douloureux, et très reconnaissable. Un sentiment qui revient souvent dans la série, c'est que les personnages pensent faire ce qu'il faut, avant de découvrir que leur motivation n'était pas aussi pure qu'ils le croyaient. Ils veulent t'aider, mais veulent aussi être vus. Ils veulent gagner, mais cherchent surtout la reconnaissance. Ils veulent être loyaux, mais ont peur d'être mis à l'écart. Ces doubles couches rendent leur choix humain, et parfois contradictoire. Ce que Rocket Power fait intelligemment, c'est qu'elle ne juge jamais cette contradiction. Personne n'est présenté comme mauvais parce qu'il doute ou parce qu'il se trompe. La série montre les choses telles qu'elles sont et te fait confiance pour comprendre que ça fait partie du processus, que grandir est désordonné, que la prise de conscience ne suit pas une ligne droite. L'environnement y joue un rôle énorme. Ocean Shores n'est pas un simple décor. C'est un lieu qui respire la liberté, mais qui impose aussi des exigences. L'océan est magnifique, mais dangereux. La rue est un terrain de jeu, mais aussi un espace dur. Tout pousse au mouvement, à l'action, au risque. Et ça rend l'arrêt difficile. Le repos ressemble presque à un échec, comme si tu ratais quelque chose en ne participant pas.
Ce sentiment est renforcé par la vitesse à laquelle tout va. Le montage, les dialogues, la musique, tout te pousse vers l'avant. Comme si la série te disait en permanence « Reste dans le rythme, continue d'avancer, reste impliqué ». Et en tant que spectateur, tu suis. Tu apprends que ce rythme est normal, que la tension est la norme. Et ce n'est que plus tard que tu réalises à quel point c'était intense. Ce que Rocket Power ne fait jamais, c'est prétendre que l'amitié règle tout. Ce n'est pas une réponse magique à l'incertitude ou à la peur. Parfois, l'amitié complique les choses. Parce que tu ne dois pas seulement penser à toi, mais aussi aux autres, à leurs attentes, à leurs émotions, à leur fragilité. Et pourtant, il y a toujours une valeur sous-jacente. Aussi chaotique que soit l'amitié, la série montre qu'elle reste précieuse, pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle donne du sens, parce qu'elle crée des moments qui restent, même quand ils font mal. En regardant aujourd'hui, tu vois à quel point les créateurs faisaient confiance aux spectateurs. Ils partaient du principe que tu pouvais encaisser ça, que tu comprenais les nuances, que tu pouvais ressentir que l'amitié n'est pas noire ou blanche, et que cette complexité n'est pas un défaut, mais le cœur même de l'expérience. Ocean Shores marche aussi comme un espace social. Ce n'est pas une ville anonyme. Les gens se connaissent, se voient, les réputations circulent vite. Ce que tu fais est remarqué. Et ça met une pression en plus. Tu ne vis pas seulement pour toi, mais aussi pour l'image que les autres ont de toi. Rocket Power te laisse rarement le temps de t'adosser et de souffler. Les scènes s'enchaînent, les dialogues arrivent vite. Le mouvement ne s'arrête presque jamais complètement. Même les conversations se font souvent pendant que quelqu'un skate, marche ou est occupé à faire quelque chose. Rester assis, sans bouger, c'est rare. Et quand ça arrive, ça sonne bizarre, comme si quelque chose clochait. Ce rythme-là reflète ce que ça fait d'être jeune dans un monde qui te demande tout le temps quelque chose. Il faut réagir, participer, choisir. Il y a peu de place pour faire pause et réfléchir. Les choses arrivent, c'est tout, et on attend de toi que tu suives. Rocket Power te fait ressentir exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce rythme décide aussi de la façon dont les émotions te frappent, Untown. Comme tout va vite, les réactions sont instinctives. Il y a peu de temps pour prendre du recul. Du coup, les décisions deviennent impulsives. Les réactions sont sincères, parfois trop sincères. Tu vois les personnages faire quelque chose avant même de comprendre complètement pourquoi, et c'est seulement après qu'ils en ressentent les conséquences. La série montre donc comment la vitesse peut servir de distraction. Quand tu es toujours en mouvement, tu n'es pas obligé de t'arrêter sur ce que tu ressens. Le rythme influence aussi la manière dont l'amitié se vit. Dans un monde qui file, il y a peu de temps pour mettre les choses au clair. Les malentendus restent là. Les suppositions ne sont pas corrigées. Tout va trop vite pour s'arrêter sur les nuances. Et ça rend les relations plus fragiles, mais aussi plus vraies. Parce que tu vois qui fait l'effort de suivre et qui décroche. En y repensant aujourd'hui, tu remarques peut-être à quel point ce rythme résonne encore. Ce sentiment de devoir suivre, de devoir rester dans le flot. Et comme c'est parfois difficile de t'autoriser à ralentir, Rocket Power a planté sa taux, pas comme un avertissement, plutôt comme une expérience. Et c'est peut-être pour ça que la série pouvait fatiguer. Pas parce qu'elle était mauvaise,
mais parce qu'elle te demandait quelque chose, de l'attention, de l'énergie, une présence émotionnelle. Ce n'était pas un visionnage passif, c'était un truc qui t'emportait avec lui. Quand tu grandis et que tu revois Rocket Power, le regard change. Ce qui te paraissait écrasant devient familier. Ce qui te stressait prend un autre sens. Tu comprends que le chaos n'était pas gratuit, que la vitesse n'était pas vide, que tout était là pour te faire sentir quelque chose que tu connaissais déjà, sans encore pouvoir le nommer. Rocket Power te faisait vivre ce que c'est d'être dans une période où tout arrive en même temps, où ton corps, ton identité et ton monde social bougent sans arrêt, où rien n'est vraiment stable, à part ce sentiment que tu dois suivre le mouvement. Et ce sentiment-là, tu le reconnais plus tard sous d'autres formes, à d'autres moments de la vie. Et c'est peut-être pour ça que la série continue de résonner. Il y a aussi quelque chose de réconfortant dans cette honnêteté. Rocket Power ne faisait pas comme si grandir était simple. Elle ne promettait pas un chemin clair. Pas de réponse toute faite. Elle ne disait pas « voilà comment il faut être ». Elle disait plutôt « voilà comment ça se ressent ». La série ne juge pas ses personnages, ni quand ils se plantent, ni quand ils sont égoïstes, ni quand ils ont peur. Elle les montre, elle ne les corrige pas. Et toi, en tant que spectateur, tu apprends aussi à regarder avec plus de douceur. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. C'est te rendre compte que même à l'époque, tu touchais déjà à des choses qui comptent encore maintenant. Tout n'a pas besoin d'être résolu. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Certaines choses peuvent juste rester là, comme un écho, comme une ambiance, comme un souvenir sans angle vif, comme le bruit des roues sur l'asphalte, comme le vent sur le visage, comme des voix qui se superposent, et cette idée que, même alors, tu comprenais déjà plus que tu ne le pensais. Bonne nuit.